Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Toute l'équipe vous accompagne ce matin. Grand merci à Kabine Condé, à la régie, à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là évidemment sur 99.7. Mohamed Yabi à la réalisation ici à la radio, à tous nos techniciens en région. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt à l'entame, la fermeture momentanée des sites aurifères de Gawal n'est toujours pas effective. Du moins, selon les informations qui nous sont remontées, plusieurs miniers refusent de partir de ce jeu et les agents donc déployés sur le terrain les aideraient à trafiquer. Il le dit ce matin Jacques Lewalino. L'extraction donc se fait la nuit contre d'importantes sommes d'argent payées directement aux hommes en uniforme, des hommes qui, ne voulant plus donc se contenter de l'argent qui leur est payé, dépouilleraient aussi tous les trafiquants des quantités d'or obtenues. Lundi, un jeune orpailleur en provenance de l'Hérault, il a perdu donc la vie alors qu'il cherchait donc à échapper à la fouille. Qu'est-ce qui est fait par les autorités pour empêcher le trafic? Nous posons cette question ce matin au préfet de Gawal, l'ancien Camara. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Nous allons jeter un coup d'œil évidemment avant de continuer l'émission avec les invités. Bonjour les GG. Franchement, notre pays est une sorte de mutinerie où le patriote est toujours traité comme un traître et le maître traité comme un patriote. Que Dieu grandisse. Espace signé Diallo Mamadou Moussa qui nous envoie ce message sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Aujourd'hui, la Terre Rouge est considérée par nos dirigeants comme un centre d'affaires. Il y a bel et bien d'autres activités pour avancer le pays. Alpha Mfa Condé qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, je salue Cellou Danin. Il est fort, il restera très fort. C'est soirée depuis comme ça. Qui nous envoie ce message. Voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, moi c'est Fodé Sano depuis Farana. La mine, le problème c'est pas les investisseurs, mais plutôt nos dirigeants affamés, malhonnêtes, que Dieu sauve donc notre pays, la Guinée. Lui, il aussi nous écoute. Bonjour les grandes gueules, c'est Lao depuis Fria. C'est juste, je suis un fan de Moussa Moïse. Il me plaît vraiment. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Avec le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Shérif Souleymane depuis l'Abbé. Je pense que notre État est incapable de nous sortir dans cette situation. Vive l'arrivée de Cellou Dalein Diallo à Sékou Touria, un auditeur qui nous écrit évidemment. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Tamba a raison, Bokeh ressemble à tout sauf une ville minière économique. La souffrance extrême, manque de courant, il parle des routes, et donc la pénurie d'eau sont donc les couleurs du drapeau du côté de Bokeh. La mort de notre ami de la L1 mine ce lundi dans le fleuve Tingilinta, Batafon, pour le manque d'eau de plus de 4 jours est un symbole de manque, paix donc à l'âme de Victor Toté Sanduno, Balde Suleiman de Géomine qui nous envoie ce message. Évidemment, le message est passé. Continuez à réagir. Avec plaisir. Les contacts, les messages vont défiler en bas de l'écran par SMS au 657 39 13 13 la nuit. Voilà, avec la complicité évidemment de Kabine Condé. On reste avec les tweets maintenant là-bas. Les gens sont civilisés. Merci à tous ces auditeurs évidemment qui nous écrivent de ce côté. Le hashtag Espace GG. Nous commençons avec ce premier tweet qui nous parvient. C'est de Mandenka Sadifa Kamara qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je suis de cœur avec vous depuis Koloma
Koloman Kambaya. Moussa est toujours en retard. Il mérite d'être sanctionné par les auditeurs avant de contaminer donc Tamba. Et ben voilà, les auditeurs, c'est bizarre. Mamadou Diao Guinée, évidemment, un auditeur fidèle de cette émission. Diao, vous avez gagné un t-shirt, donc vous pouvez passer à la radio pour récupérer votre t-shirt ici à Espace. Vous demandez Poutine. C'est le seul russe de la maison ici, d'ailleurs. Il est grand. Poutine, voilà. Vous demandez à avoir Poutine. Bien. On reste avec Mao Diao Guinée qui nous écrit également. Avoir une autorité affamée, soucieuse, incompétente, donne toujours des résultats néants. Alors, c'est logique, ce qui se passe donc à Gawal. Nous avons une autorité majoritairement pauvre. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Excellence Balde le Guinéen qui nous écrit également sous le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Les déportations, les massacres, le travail forcé, l'esclavage ont été donc les principaux moyens utilisés donc par le capitalisme pour augmenter ses réseaux d'or et de diamants, ses richesses et pour établir donc sa puissance. C'est du n'importe quoi. C'est qui exactement? La cause des éducateurs qui nous envoie ce message. Excellence Balle de Guinée maintenant. Je reviens sur ce tweet. Je pense qu'il s'est déjà passé à la télévision ici, vous le voyez à l'instant T également. Allez, on reste avec un autre tac et c'est un autre frustré évidemment qui nous envoie ce message ici dans l'autre écran. Je regarde l'autre écran évidemment qui dit: bonjour les grandes gueules, la vie est devenue dure dans les zones minières. Aucune infrastructure digne de nom, aucun accompagnement suffisant et les employés n'osent pas créer des mouvements par peur d'être licenciés. Tournons vers l'agriculture. La terre ne trahit jamais. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Toujours dans l'écran du côté de la régie avec Beavogui Despot également qui nous écrit: bonjour les GG. En parlant donc d'exploitation de bauxite ou de chemin de fer en Guinée sur la gouvernance d'Alpha Condé, j'ai souvent des maux de tête avec la pauvreté et la misère qui gangrènent les populations de ces zones minières. C'est vraiment honteux. Ah, la Guinée, s'exclame Despot Beavogui. Voilà. Son prénom est bizarre. Despot Beavogui. Allez, on reste avec Mohamed Conté également qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Si la RDC est la gâchette sur laquelle on doit s'appuyer pour le décollage de l'Afrique, la Guinée sera la balle sur laquelle pour tuer la cible. Parlant donc des ressources minières, peut-être que Dieu devrait nous en priver pour qu'on réfléchisse mieux. La Guinée, la richesse, c'est nous. Hashtag Espace GG. Ça fait réfléchir un petit peu les intellos dans ce studio. Voilà, je vois un peu Tamba avec ses gros yeux en lunettes et tout ça. Donc on y va avec Papa Kemo Kanté qui nous écrit également sur le hashtag Espace GG. Lamine, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Il ne faut pas se leurrer. Le chemin de fer Santou d'Apulon a été fait uniquement pour le transport de la bauxite brute et non pour quelconque acheminement des produits agricoles. Hashtag Espace GG. Un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Youssouf Sissé également qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. Notre pays doit être ambitieux en fermant toutes les entreprises du pays, sauf celles qui s'engageraient donc à construire des usines de transformation des produits finis. Nous méritons mieux vraiment. Quelle honte. Hashtag Espace GG. Abdourahman Termessis également qui nous écrit: Lamine, bonjour à toute l'équipe. La fermeture de la zone aurifère de Kounsitel n'est qu'une utopie. Certains orpailleurs, en complicité avec les agents de l'État, donc profitent au détriment des autres qui sont aussi dans le besoin. Dommage, s'exclame notre auditeur évidemment. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire sur le hashtag Espace GG. Nous avons ce dernier qui nous parvient à l'instant T. Lui, c'est Mamadou Ouribari. Bonjour les grandes gueules. Je trouve que notre pays, nous sommes naïfs. Franchement, imaginez pour combien d'années on exploite donc nos minéraux. Et jusqu'à présent, nous sommes au même point. Hashtag Espace GG évidemment. Les auditeurs très nombreux évidemment à réagir sur le hashtag Espace GG. Continuez à le faire d'ailleurs. Vous êtes plus de 5000 abonnés aujourd'hui sur la page officielle de l'émission. Continuez à le faire. Nous allons continuer l'émission dans un instant. Mon cher Moussa, on va aborder d'autres sujets évidemment
avec vous. On parle, Jacques Léwaleno plutôt, voilà, parce que là, Moussa, je pense qu'il est complètement déconnecté. On va essayer de partir avec ce autre sujet. Mais c'est plutôt Mafoudia. Hein. Voilà, Mafoudia, on parle du transport. C'est bien cela? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que je vois pas en fait, c'est mal écrit. Toi voilà, je comprends pas. C'est le cadre permanent de dialogue qui s'ouvre aujourd'hui avec le secteur du transport. Fodé Bangoura qui reçoit aujourd'hui au palais, plutôt à l'hôtel Kaloum, au centre-ville, qui reçoit aujourd'hui un secteur important du pays qui est le transport pour entamer ce cadre permanent qui a été mis en place depuis le mois de février dernier et dont le secrétaire permanent a été nommé récemment. Moi, ce qui a attiré mon attention lorsque le communiqué a été rendu public hier, c'est la forme que va prendre ce cadre permanent du dialogue. Mon inquiétude n'est pas dans la conduite des choses, mais c'est tout le folklore qui va animer ce cadre permanent. Déjà, l'entame me laisse penser que ça n'aura pas une issue favorable. On commence par le secteur du transport. C'est vrai qu'on parle de cadre permanent de dialogue politique et social, mais nous savons tous qu'en Guinée, le problème véritable, c'est qui oppose les Guinéens. Ce pourquoi, de tout le temps, on a du mal à s'entendre, c'est sur le plan politique. J'ai l'impression que, comme on l'a fait de par le passé, on va écouter toutes les classes, toutes les couches du pays. On va écouter le secteur des transports aujourd'hui. Si cela n'est demain, ce sera les je n'ai même pas évoqué ce sujet parce que c'est éternel recommencement. C'est important d'en parler. Sincèrement, voilà. C'est important d'en parler pour dénoncer le folklore qui va animer la chose. Bien, je comprends. Il faut dénoncer ce qui va se passer. Ouais. On rencontre le transport pour parler de quoi? C'est vrai que je ne connais pas les clauses, le contenu de ce qui va se dire aujourd'hui. Les grandes gueules. J'ai une idée de ce qu'on va évoquer. C'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que vous dénoncez dans le pays aujourd'hui afin que le secrétaire permanent prenne note et pouvoir les poser demain au Premier ministre? On va le faire comme on l'a fait pour la nouvelle constitution, écouter les différentes couches et après dire que tel secteur est pour qu'on fasse comme ça, tel autre veut qu'on fasse comme ça. Je me dis que on est en train de tourner autour du pot, on n'est pas en train de résoudre le problème. Il y a un souci véritable qui s'est passé aux sorties des élections présidentielles. Il y a eu des problèmes dans le pays qui ont fait que les Guinéens ont été fortement divisés. La classe politique aujourd'hui ne s'entend pas. On est tous d'accord qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Récemment, Monseigneur Robert Sarah était en Guinée. Il a rencontré des leaders de ce pays, notamment le président de la République, également celui d'Alain Diallo. À mon avis, allons-y dans le concret. Le problème, c'est entre les acteurs politiques. Il faut poser le problème, écouter tout le monde et trouver une solution à ce que nous savons. Mais aller de la sorte, rencontrer le secteur du transport, les artisans de main, les chauffeurs, les cireurs de chaussures et tous les autres que vous savez, je ne sais pas à quoi cela va aboutir, sincèrement. Fodé Bangoura, c'est bien d'entamer comme cela, mais je reste parmi les plus sceptiques quant à l'aboutissement concret de ce cadre permanent du dialogue qui, pour moi, va accoucher d'une souris. Ça ne va rien apporter du tout si ce ne sont que des choses que nous savons déjà. Je comprends votre déception, l'ami. Oui, je le suis comme vous, mais malheureusement, c'est notre travail. On est contraint d'en parler parce que c'est l'actualité. Votre actualité, pour moi, ce n'est pas une actualité. Non, les grandes gueules. Même pas. Ok, allez-y. Même pas le micro. Oui. Alors, ok. J'étais habitué à être de là-bas et voir mon micro allumé de l'autre côté. Allez-y, Mafoudia. Alors, d'accord, j'y vais. Il est comme ça, il est barbare. Ouais. Alors, c'est comme ça, on l'adore, hein, Antoine. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je comprends le sentiment que tu as, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsque on a des problèmes, on a par exemple des départements. Aujourd'hui, il y a des acteurs du transport qui sont reçus par le secrétaire général, le secrétaire permanent de ce cadre de dialogue. Ils vont parler de quoi? Souvenez-vous, à un moment donné, je crois il y a quelques années, c'est le président en personne qui recevait soit les ébénistes, soit les acteurs de la pêche, mais en même temps, pour quel résultat finalement? Il les recevait, il les écoutait, ceux-ci lui disaient les problèmes qu'ils rencontraient dans leur domaine. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une chaîne qui est déjà là, qui existe. Quand vous prenez des ministères, au sein des ministères, vous avez des directions. Chacun a un rôle à jouer qui n'est pas joué. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de problèmes et on pense qu'en écoutant les gens individuellement comme ça ou bien par structure, on peut trouver une solution. Et évidemment, c'est ce qui fait penser que
ce cadre de dialogue permanent qui s'annonce ne va pas aboutir à grand chose. Je crois que c'est même dans ce studio qu'un acteur de la vie politique se posait des questions, par exemple, sur le rôle du Conseil économique et social lorsqu'on a certains problèmes. Pourquoi mettre un cadre... C'était Michel Kamano qui était passé dans l'émission. Je pense, c'était Jean-Paul Côté-Bendino, je vois, voilà. Les grandes gueules. Voilà, qui se posait des questions sur justement le rôle alors du médiateur de la République, du Conseil économique et social. Et quand on prend le dialogue, on sait qu'aussi là encore, il y a des acteurs. Peut-être c'est pour amuser la galerie, mais si c'est pour aller vers des questions vraies, notamment c'est la question liée au transport. On a par exemple le ministre Abakar Silla, lorsqu'il était à la tête du département, il avait par exemple voulu relancer ce projet lié au transport public, au transport ferroviaire, si je ne me trompe pas. Et quand on prend le transport urbain, il y a tellement de choses qu'il va falloir prendre en compte, mais on ne va pas dire qu'on a besoin d'un cadre permanent pour dire aux ministres de faire leur travail, pour dire aux directeurs d'établir des projets et de permettre aux Guinéens de mieux vivre dans leur pays. Quand on prend le transport, qui est un élément clé, les routes et autres, qui est un élément... Les infrastructures routières, on a quand même un ministère des TP. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un plan, chacun à son niveau. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce cadre permanent de dialogue, comme on le dirait, attendons seulement de voir la suite. Mais pour le moment... je ne vois pas quelque chose de nouveau en fait. Voilà, allez-y mon cher Daouda Mohamed. Moi je l'ai dit la dernière fois ici, je dis il y a deux perceptions, c'est-à-dire il y a le cadre permanent de dialogue politique et social comme tel, mais la perception que nous avons de ce cadre et la perception que le président de la République et son entourage ont de ce cadre, ce sont deux perceptions vraiment différentes. Aujourd'hui, on commence avec les transports. Et il faut rappeler que hier déjà, il y a le FNDC, l'autre FNDC de Bachir Diallo, qui a rencontré le secrétaire permanent, ce secrétaire permanent du cadre de dialogue. Sois un peu sérieux là, s'il te plaît. Non, je suis bien sérieux. Je suis bien sérieux. C'est un peu une manière de dire qu'autant on a assisté au fora passé, c'est encore un autre forum qu'on nous ouvre. On va se retrouver là, on va dire, bon, vous, quel est votre problème, on note. Et puis, après tout, on se retrouve, bon, et on a réfléchi à cela. Mais ce que je vois déjà venir, c'est que quand on commence avec le transport, il ne faut pas oublier que d'un côté, on a reculé, mais on n'a pas abandonné. Il y a l'éventuelle augmentation du prix du carburant qui est suspendu, qui n'est pas encore une réalité, mais qui n'est pas abandonné. Donc, est-ce qu'une préparation déjà du terrain à accepter le prix du carburant au prix qu'on va fixer, et ainsi de suite, aller à la fixation des transports et autres, ça c'est un aspect. Mais le fondamental aujourd'hui, c'est la politique qui commande toutes nos crises. Et bien évidemment. C'est la politique qui commande toutes nos crises. Ça c'est un fait. Les grandes gueules. Donc, tant qu'on ne fera pas de la politique la priorité dans la résolution de nos crises, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Aujourd'hui... Pas de miracle, tu es comme moi en fait, sceptique. Non, je suis bien sceptique qu'on commence par, ou qu'on veuille tout mettre ensemble et vouloir résoudre le problème dont on sait la source. Évidemment. Qui ne sait pas aujourd'hui que la crise qu'on est en train de traverser, pas la crise économique en tant que telle, mais que les Guinéens se regardent ou qui ne veillent pas se voir, qui pensent que l'autre qui me regarde comme ça, c'est parce qu'il est... si Tamba me regarde comme ça, c'est parce qu'il est Kissien et moi je ne le suis pas. L'autre, c'est parce qu'il est Peul, moi je suis Malinké. Le problème, on le sait à la source. Ce n'est pas fondamentalement cela. Les Guinéens ne se haïssent pas, mais ils se méfient les uns des autres par rapport à leur appartenance politique. Ce n'est que ça. C'est bien dit. Et lorsqu'on se met dans... on veut caresser dans le sens des poils pour dire que non, on va résoudre le problème et on sait là où on doit résoudre, mais on laisse ça de côté et on veut être dans du people. Je me dis que ce n'est que amuser la galerie. Non, mais c'est amuser la galerie, hein, parce que quand on touche la plaie, évidemment, ça fait toujours mal. On a vu le chef de file de l'opposition, je parle de Mamadou Silla, qui avait entamé quand même des démarches dans ce sens-là, une manière d'unir un petit peu à sa manière, je dis bien à sa manière. Et depuis qu'il a commencé, on l'a mis à sa place. Non, mais non, attendez, depuis qu'il a fait cette sortie contre Alpha, tu as vu un petit peu ce qu'il subit ces derniers temps, Mamadou Silla. C'est simple. Voilà, on l'a snobé complètement, il est mis de côté. Le président essaie de lui dire que vous êtes chef de file de l'opposition
par ma volonté. Et donc, par ma volonté, je peux vous défaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça marche. Daouda parlait tout à l'heure de perception. Moi, je parle plutôt de souhait. En fait, les grandes que ce soit journaliste, une bonne partie de la population guinéenne souhaiterait que les discussions soient sérieuses et qu'elles portent sur ce qui nous divise profondément. Mais ça, c'est notre souhait. Qu'est-ce qui nous divise profondément aujourd'hui si ce n'est pas la politique? C'est la politique. Voilà. J'ai dit, c'est ça le souhait. Voilà, y a pas d'autre chose. Ça, c'est le souhait. Mais ce n'est pas le souhait du président. D'abord, le président et son premier ministre ont choisi leur manière et ils ont trouvé les moyens qu'il faut pour régler le problème politique à leur manière. Ça, c'est se leurrer. Parce qu'on déplace les problèmes. Le jour que ça expose. Oui, les problèmes sont certes déplacés, mais ils ont atteint leur objectif à eux. Les grandes gueules. C'était d'avoir cette accalmie. Peut-être, comme on le dit, le climat est quand même délétère. On est dans une situation de ni paix, ni crise. Mais en réalité, on a dans la tête que ça ne va pas. Mais ce n'est plus comme avant où on voyait tout le temps les gens dans la rue pour revendiquer. Ça, c'était l'objectif du président. C'était l'objectif du premier ministre. Parce qu'ils ont dit quoi? Nous avons entendu Kassori quand il parlait, il disait qu'il préférait l'ordre à la loi. C'était pour une cause juste. Il se disait que nous avons longtemps dialogué, les dialogues n'ont pas résolu les problèmes sur le plan politique, alors il faut la fermeté. Ils ont donc choisi la fermeté. Aujourd'hui, c'est nous qui pensons qu'il y a, que le pouvoir considère qu'il y a un problème. Mais pour le pouvoir, il n'y a aucun problème. Tant qu'il n'y a pas de gens dans la rue, c'est qu'il n'y a pas de problème. On marche. C'est pourquoi on est allé trouver d'autres situations. Les grandes gueules. Pour dire que le dialogue qui est important dans ce pays, c'est le dialogue sur le plan social. Amener des agriculteurs à parler de leurs problèmes, amener les paysans, les artisans, chacun dans son domaine à exprimer son problème. Et vous voyez très bien à quel niveau on a ramené le problème. On a pris un politique qui aurait pu avoir un avis peut-être, qui aurait pu avoir un problème à exprimer. Mais c'est un politique qui va donc affronter toutes ces questions. Derrière, on veut juste vous donner une image à l'international pour dire nous dialoguons dans notre pays. Mais en réalité, les vrais problèmes ne sont pas affrontés. Mais encore une fois, c'est notre souhait, ce n'est pas le souhait du président. Et tant qu'il ne le veut pas, c'est comme ça, ça va fonctionner. Moi, je pense tout simplement que si aujourd'hui une discussion peut avoir lieu et qui devrait permettre à ce que ceux qui sont par exemple en prison puissent être, si vous voulez, libérés, c'est quelque chose de fondamental et qui pourrait être concret. Mais on prendra du temps à discuter de tous les problèmes qu'on souhaiterait mettre sur la table. On n'ira nulle part. La solution reviendra au président et celle qu'il va mettre en avant, c'est celle-là qui sera finalement exploitée. Voilà. Dubitatif, sceptique, tu diras... Moi, je ne suis pas dubitatif. Tu n'es pas sceptique? Je ne suis pas sceptique. En fait, je ne suis rien dedans. Eh bien... Je ne suis même pas pessimiste. Parce qu'on sait que même le facilitateur, là, le médiateur de ce cadre, le secrétaire permanent de ce cadre de dialogue permanent, lui-même, il ne croit pas à sa chose. Il n'y croit pas. En fait, il me rappelle un directeur de campagne d'un leader politique ici, lors de la dernière présidentielle, qui m'a dit, en fait, je pense que mon candidat là, je pense que c'est un candidat qu'ils ont fabriqué. Lui-même, il m'a dit ça. Vous vous rendez compte? Je pense que ce cadre de dialogue-là, il est comme ça. Fodé Bangoura, il est là-bas. Et comme c'est forcément quelqu'un d'intelligent, il sait que ça, là, ça participe à ce qu'on pourrait appeler un apparat... ça participe des nombreux apparats démocratiques que nous avons aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte? M. Alpha Condé instaure ce cadre de dialogue. Ce n'est pas un cadre de dialogue temporaire, il en fait un cadre de dialogue permanent, en sachant que justement ces autres institutions existent. Mais au-delà d'en faire un cadre de dialogue permanent, M. Alpha Condé, Tchangel arrive. Souleymane Tchangel arrive. C'est quoi le rapport? Ce que je suis en train de dire, c'est que moi je pense que M. Alpha Condé veut donner une image à nos partenaires techniques et financiers du pays pour leur dire, écoutez, j'ai de la volonté, parce que c'est l'expression d'une volonté politique. Les grandes gueules. Et je l'exprime à travers la création d'un cadre de dialogue permanent. Et puis il y a un opposant dont on a parlé qui n'était pas au pays. Je facilite son retour au pays parce qu'ils vont communiquer là-dessus. Qu'on le veuille ou non, il y aura de la communication sur le retour de Tchangel. Et Tchangel le sait.
Pour moi, ça apparaît d'une manière... C'est un trophée de guerre. Mais absolument, ça va sortir, ça va être présenté comme ça. Et donc, mon point de vue, c'est que M. Alpha Condé sait que c'est pas là-bas que se trouve le problème. Il le sait, mieux que nous. Parce que le problème là, si vous avez bien suivi, c'est aussi lui-même qui l'a créé aussi. Parce qu'il a dit, je veux rester. Les grandes gueules. C'est ce qui nous a conduit là où on en est. Quelqu'un il y a un des acteurs de la réflexion politique et juridique en ce pays qui me disait, la vraie solution au problème guinéen, c'est pas ça. Il suffirait que M. Alpha Condé prenne la décision de comment on appelle ça, avec l'Assemblée nationale il y a cette expression en droit pour dire que on dissout, voilà. Pour dissoudre l'Assemblée nationale. Les grandes gueules. Et que l'on accélère un processus électoral législatif qui permettrait, dans la transparence, de voir revenir les acteurs de l'opposition. Et vous verrez que toutes ces crises vont se calmer. Je trouve cet avis assez pertinent, plutôt que d'appeler les gens. Parce qu'il y a la question de la méthode. Dans ce cadre-là, on ne nous dit pas comment ça va se faire. On nous dit qu'on reçoit un tel, on reçoit un tel. Qui va conduire les échanges? J'imagine que c'est le secrétaire permanent. Mais au niveau de la construction méthodologique, comment ça va se dérouler? Parce que la clé est dans la méthode. Pour assurer que toutes les préoccupations sont prises en compte et remontées là où elles se doivent, il y a un autre moment où on dit comment les recommandations vont être traitées. Quelle autorité va gérer telle recommandation? Quelle autorité va gérer telle recommandation? On convoque des transporteurs. Un ministère des Transports, avec des directions techniques spécialisées. Les grandes gueules. Et puis mieux, au-delà de les convoquer, au-delà des institutions que nous avons qui gèrent le transport, au terme du code des collectivités révisé 2016 en Guinée, ce sont les municipalités aussi qui gèrent le transport dans leur périmètre. Qu'est-ce qu'on fait des mairies? Qu'est-ce qu'on fait du gouvernorat? À Dakar, il y a quelques mois en arrière, on a invité tous ces acteurs. La mairie de Dakar a invité tous ces acteurs à réfléchir à un plan de circulation alterné. Parce qu'en fait, les mêmes difficultés que nous avons, il y a un peu le même schéma. À Dakar, vous voyez, le centre-ville est quelque part. Et autour, il y a le marché. Il y a beaucoup de marchés autour. L'activité est concentrée là-bas. On a le même problème à Conakry. Kaloum. Et puis à côté, vous avez Niger. Vous avez Avaria. Vous avez Madina. Tout ce que vous savez. Et c'est la même voie que l'on tourne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous les acteurs, y compris avec les chefs de quartier et les municipalités, se sont retrouvés autour de la table, suivant un processus bien décrit, mais vraiment bien décrit, une méthodologie organisée. Les acteurs ont été ciblés à partir d'une réflexion initiale pour savoir qui est pertinent pour participer à ce dialogue. Il y a eu la réflexion qui va conduire l'animation, qui va animer ces moments de réflexion. Tout ceci a été fait. Et de commun accord, on a décidé de recruter des spécialistes pour ça, et ils sont venus, ils ont fait le travail. Bien sûr, c'est encore en cours de mise en œuvre, mais quand la gestion des flux, par exemple, tous nous montons, tous nous descendons, parce que c'est là-bas, c'est les flux de transport que nous avons. Mais au-delà des flux, les véhicules que l'on utilise, il n'y a pas de transport commun qui soit développé, il n'y a pas de transport public. Il y a aussi des transports alternés avec l'administration. Les véhicules administratifs, aujourd'hui on les utilise comme on veut, quand on les veut. Non, Lamine, ils auront le temps de parole, j'imagine. Et donc, en fait, je suis un peu perdu. Je comprends que tu peux... Parce qu'il y avait le lien. Il y avait le lien dans tu comprends mieux là. Voilà, il y avait le lien entre convoquer des acteurs du transport et le thème du transport que MAF a commencé à déblayer. Il y avait ce lien-là. À mon avis, laissez ces histoires-là. Il y a des entités qui existent déjà. Demandez-leur de faire leur travail. C'est tout. Et puis qu'on sorte de ces constructions, de ces orchestrations, où tout ce qui va se passer, c'est quand il y a une réunion, il va demander un budget. Et donc il va prendre son budget. Ceux qui vont être convoqués vont prendre du jus et tout ça, c'est dans notre argent. J'étais sûr que tu allais y toucher. Il faut du jus. C'est pas possible. Il faut du jus. Ils aiment le Sagico. Nos cadres là, ils aiment le Sagico. Ils vont aller s'asseoir et on va leur donner ça. Mais ça va être au frais de de l'administration ne coûte pas 7 000. Un Sagico de l'administration ne coûte pas 7 000. Merci Thomas. Donc il ne faut pas oublier cet aspect, encore une fois. Je ne suis ni dubitatif, je ne suis même pas ni sceptique. Tu es neutre.
Je suis même énervé. Voilà, énervé. Merci. Voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Moussa Moïsi. J'imagine, vous avez la même tension ce matin. Allez-y. Oui, bien sûr. Mais officiellement, maintenant, ça a changé. Les grandes gueules. L'administration boit du salam. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes terrible. C'est pas possible. Je souhaite quand même juste relever une chose. Moi, ce que j'avais compris au départ, certainement que le secrétaire permanent a sa propre méthodologie, mais j'ai présumé que les premières œuvres de ce monsieur allaient aller dans le sens politique d'abord. Parce qu'il est dans un cadre permanent de dialogue. Bangoura. Exactement. Il vient en appui un peu au Premier ministre. Justement. C'est là où le bas blesse un petit peu. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est pourquoi la primature le Premier ministre, on peut comprendre. Il a la tête. Le Premier ministre, je crois, n'a plus de légitimité. À la tête. Jacques, mais non, quand même. Constitution. Non, mais. Donc, il a la tête. Bangoura, on en a fait une institution. Hein. Il a la tête dans les réformes économiques. Les grandes gueules. Dans les réformes économiques et autres. Moi, je peux bien comprendre. Mais le secrétaire permanent, en rencontrant peut-être le secteur du transport, je pense que l'un des volets importants, ça va être de la discussion, ça va tourner essentiellement autour de cette histoire d'augmentation du prix du litre à la pompe. Parce que le président a reculé sur cette question pour donner du temps peut-être à la réflexion, pour essayer de, puisque c'est un politique assez aguerri dans le domaine, il va essayer de tâter le terrain pour comprendre est-ce qu'il y a des poches de résistance, est-ce qu'il peut y avoir des révoltes, est-ce qu'il peut y avoir des manifestations. Donc, il a cette méthodologie-là. Donc, pour écouter le secteur du transport, il faut une rencontre de ce genre. Fodé Bangoura va prendre note et il va lui rendre compte. Mais il y a aussi la question de la fermeture des frontières qui impacte négativement sur l'activité de ce secteur. Oui, beaucoup de camionneurs ont perdu leurs engins parce que tout simplement les frontières sont restées trop longtemps et sont encore fermées de nos jours pour des questions officiellement sécuritaires qu'on ne comprend pas du tout. Parce que le trafic, les frontières terrestres, parce que le trafic se fait, continue de se faire de ce côté-ci. Donc, il va écouter ces acteurs, il va faire un rapport qu'il va adresser au président. Mais je suis d'accord avec l'expert que nous avions reçu la semaine dernière ici, quand il parle du rôle prépondérant que certaines institutions ont sur ces questions-là. Par exemple, le Conseil économique et social, qui aurait pu agir, par exemple, dans un tel contexte, histoire quand même de mériter un tout petit peu son budget et que ceux qui travaillent à l'intérieur puissent mériter leur salaire. Parce que c'est une institution qui a un budget alloué pour travailler, pas seulement pour faire des sessions, parce que c'est la principale activité que je sais du Conseil économique et social. Quand on nous invite à couvrir les activités là-bas, c'est la session du Conseil économique et social. Concession du Conseil économique et social. C'est vrai, des séminaires. Rien que cela. Je pense qu'il faut sortir un peu. Il y a une sorte de confort institutionnel. Il y a une sorte de confort institutionnel dans lesquels certains... Avec un certain... Oui, pardon. Dans lesquels... Quel est son rouge? Dans lesquels certains... Non. Allez-y. Dans lesquels... Il y a une sorte de confort institutionnel. Il y a une sorte de confort... Tu peux me laisser développer, s'il te plaît? Allez-y. Voilà. Il y a une sorte de confort institutionnel qui s'est installé dans notre pays. Il y a des institutions où les présidents, les membres n'attendent que le budget de fonctionnement pour agir. Et ils se battent lorsque le budget rétable dans le circuit financier. Du côté du ministère de l'économie, du côté du ministère du budget. Ils se battent lorsque le budget rétable. Mais lorsque le budget est disponible, vous avez quelques petits ateliers. Et pour donner du sens un peu à leur existence, ils nous appellent nous. C'est nous qui venons valider tout ça. C'est nous qui venons valider. Le président suisse à la télé dit oui, ils ont vu. Il y a la session là, il y a l'atelier. Quel impact sur le changement véritable de notre pays? Je ne comprends pas. Souvent, quand on parle d'institutions fortes, vous prenez des gens qui vont se reposer. Ils disent mettez-moi là, moi aussi je vais un peu. Vous le mettez là et il se repose. Donc, compte tenu de la léthargie dans laquelle nos institutions se sont installées, et puis le fait que certaines qui sont indépendantes ne prennent pas du tout leurs responsabilités, elles sont caporalisées complètement par la présidence de la République. Donc, on met Fodé Bangoura dans un cadre permanent qui va écouter les gens, qui va faire le compte rendu au président de la République. Mais il y a une question quand même juridique qui se pose, et je pense que l'expert l'a démontré la semaine dernière sur la primauté entre le travail qui sera fait par ce cadre et les institutions qui ont été créées légitimement pour faire face à ces questions-là. Mais c'est peut-être que l'on doit comprendre que l'urgence, c'est au niveau de la gestion de la crise politique. C'est au niveau de cette gestion-là. Parce que l'engouement de ce cas de dialogue
je pense qu'elle est venue de la tribune que les trois cadres de l'UFDG ont signé depuis la prison. Okay. Chacun s'est exprimé, tous les politiques se sont exprimés sur l'instauration de ce cadre permanent de dialogue. Je pense que ces politiques-là ont envie d'avoir un nouveau souffle, un peu dans le lendemain politique de notre pays. Ils ont envie que le dialogue puisse être renoué parce que les gens, on ne se parle pas du tout. Ouais. Le président, et je pense qu'aujourd'hui, là où il est, il se dit que toutes les cartes qu'il a poussées lui ont réussi. Au fait, il a réussi à taire toute contestation dans le pays. Il a réussi à briser l'opposition. Il dit, j'ai réussi mon 3e mandat, j'ai réussi ma 4e république, j'ai réussi à mettre en coupe réglée les partis qui me fatiguaient. Le FNDC, j'ai réussi à les diviser, certains ont fui. Donc, je pense que à part le fait, vous avez vu, il aurait même pu dire j'ai réussi à le faire tousser quand il parlait contre moi. Donc je pense que ce qui importe dans cette histoire, la mine, ce n'est pas le confort dans lequel il s'installe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la mine, certaines personnes même qui peuvent sortir, prendre la parole pour défendre les vrais gens, pour défendre le bas peuple, ont peur de finir en prison. Évidemment. Ont peur de finir en prison. Si vous remarquez avec un peu de recul, il n'y a plus de contre-pouvoir. Le boulevard est libre. Le président Alpha Condé n'est pas seulement que le président de la Guinée. C'est un super président. Très très puissant. De telle sorte que on se dit, est-ce que finalement le mieux c'est de ne pas le laisser tranquille. Les grandes gueules. Il n'a qu'à faire de nos pays ce qu'il... Vraiment on le laisse quoi. Vraiment c'est bon. Parce que à tous les coups il vous casse. Il vous casse. Donc je trouve que il faut que Fodé Bangoura se démarque. Il faut qu'il se démarque, qu'il parte sur la situation qui urge. La situation qui urge, c'est la crise politique. Il faut qu'il agisse dans ce domaine-là. Le reste, le transport et autres, ça ce sont les effets secondaires. Après on pourra en parler. Mais pour l'instant, les politiques en prison se sont exprimés sur le cas de dialogue. Ceux qui sont en exil se sont exprimés sur le cas de dialogue. Il faut donner du crédit au poste qu'on t'a confié en t'attaquant aux choses qui sont les plus urgentes. Bien. Et vous êtes chez les GG. Bientôt à Conakry, la plateforme de service à la demande Makiti ouvre grand ses portes. Une place de marché accessible depuis votre salon, faisant office de guichet unique pour tous vos besoins du quotidien. Du taxi à la livraison de repas, en passant par une prise de rendez-vous chez votre coiffeur préféré, vous y trouverez une solution pour chacune des situations de votre quotidien. Makiti, c'est toute votre ville à portée de main. Téléchargez dès maintenant l'application Makiti, disponible sur Android et iOS, pour la découvrir avant l'heure. Makiti, la solution pour chaque situation. Dernière ligne droite, évidemment, au compte de GG sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana. Vous nous écoutez là sur Bambou FM. Si vous êtes du côté de la ville Carrefour, évidemment, Fraternité FM relaie cette émission. Nous parlons de Gawal ce matin. Mon cher Jacques, on essaie de joindre le préfet, qu'on n'arrive pas pour l'instant. L'Anfia Camara. Le préfet de... Pourtant, ce matin, oui, le préfet de Gawal. Le président Alpha Condé va bloquer. Vous voyez le préfet être disponible pour nous parler? Mais quand même. On en a parlé ce matin, il était d'accord. Le président de la République vient et je vous informe que quand on appelle son numéro, son téléphone, il l'a même laissé au bureau pour sortir. Il est sur le terrain. Voilà, il est sur le sauf terrain. Que le Dapilon là, c'est pas à Gawal. C'est pas à Gawal justement. Voilà. Mais c'est dans la zone. Bien. Non, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que j'ai envie de raconter, parce que je crois avant-hier, on a parlé ici de l'exploitation clandestine qui se poursuit sur le terrain. Oui. Donc on m'a remonté une information et j'ai pu échanger avec le préfet justement qui disait qu'il avait pris des dispositions, mais l'important c'était de l'entendre sur ce qui est fait pour quand même empêcher, puisqu'il y a une interdiction formelle, mais comment empêcher aujourd'hui l'exploitation. Du ministère des Mines pour savoir finalement est-ce qu'ils se sont bougés, est-ce qu'ils ont quand même opéré ils ont déployé une mission sur les lieux depuis que cette histoire commence, parce que ça ne doit pas rester au niveau administratif, parce que si c'est le cas, ça va rester très très politique, le règlement ne va être que très superficiel et justement les gens vont continuer à exploiter ce domaine-là. Partout où il y a eu de l'exploitation, et je le dis pour terminer, partout où il y a de l'exploitation minière en Guinée, les peuples se plaignent des conditions de vie, de la qualité de l'air qui devient impropre à la respiration, des cours d'eau qui deviennent inutilisables. Le banditisme, là, il y a pas mal de choses qui se passent. Les problèmes d'après. Mais tout de suite, ce que vous allez voir, c'est que l'eau va être polluée. Là où les gens puisaient de l'eau pour boire, ce n'est plus potable du tout. À Boké, c'est vraiment un bel exemple de ce que je suis en train de dire. Les espaces agricoles
vont être détruits. Or, Gawal, c'est déjà une préfecture où on dit il fait chaud. Ouais. Et en plus de ça, vous venez, ça va détruire ce domaine si ce n'est pas réglementé. Si ce n'est pas régularisé, ce désordre qui s'est parsemé un peu partout sur le territoire guinéen en raison de l'exploitation des mines d'or risque justement de nous coûter beaucoup plus cher qu'il n'y paraît. Déjà ça nous fait déjà une vie humaine perdue. Et rien ne nous dit que dans les jours à venir, ça ne puisse pas se multiplier. Allez-y, Moussa. Voilà. Je comprends bien l'implication des gouverneurs, celui de l'Abbé et de Bouquet, parce que ça implique une question de sécurité, mais il y a aussi une question sanitaire. Le ministère de la Santé doit également agir, sinon ça ne sert absolument à rien qu'on impose des restrictions à certains citoyens sur le territoire national et que d'autres ne soient pas soumis aux mêmes injonctions. Ça ne sert absolument à rien parce que le virus, il est mondial, il est partout. Ensuite, moi, ce que je souhaite rappeler, c'est que le patron des mines en Guinée, c'est le ministère des Mines. Il faut que ce ministère prenne sa responsabilité. Qu'on puisse l'entendre. Les grandes gueules. Ils vont être faites maintenant et dans le futur sur cette zone-là. Et qu'on ait des données scientifiques sur réellement ce qui se passe là. Est-ce que c'est vrai que à vue d'œil, vous pouvez tout de suite avoir de l'or et tout? Quelle est la nature de la réserve? Ça s'étend sur combien de périmètres? C'est important que les Guinéens le sachent. Sinon, de bouche à oreille, vous imaginez, vous ne pouvez pas savoir, depuis l'intervention de AOB sur notre antenne, combien de citoyens d'Ouest africains ont quitté leur pays pour venir en Guinée et pour aller à Gawal. Vous ne saurez jamais le nombre de citoyens qui ont quitté Sigiri, qui ont quitté Kouroussa, Mandiana, qui ont couru pour aller du côté de Gawal, parce que ça attire. C'est une histoire d'or. Ça va de bouche à oreille. Donc, il appartient au ministère de quand même nous donner un schéma sur ce qui sera fait sur l'ensemble de ces périmètres et quelles sont les différentes depuis en fait le début de la crise, le ministère s'est jamais exprimé là-dessus, Moussa? Moi, j'ai pas. Il y a eu certainement comment on appelle une équipe qui est partie, mais pour l'instant, les données, par exemple sur la zone, les réserves qu'il y a et l'impact déjà qu'il y a eu, parce que on s'est bien rendu compte que c'est pas le premier cas. L'exploitation de la zone n'a pas commencé récemment. Ça a commencé depuis un certain moment, mais celui qui le faisait d'une manière, le faisait en cachette. Donc on ne pouvait pas le savoir. Mais là, maintenant que c'est sûr, il faudrait que des données réelles soient apportées donc à l'opinion publique nationale. Et puis la mine, les agents qui sont sur place, qu'il s'agisse des policiers ou des gendarmes, aucun gendarme n'a l'outrecuidance d'aller sur le terrain du côté de Gawal pour mettre un barrage en place et pour racketter ceux qui passent, pour dépouiller ceux qui passent de toutes les quantités d'or qu'ils ont pu extraire. C'est pas possible. Un gendarme ne peut pas le faire sans qu'on lui ait donné l'ordre. Et là, il ne s'agit même pas de Conakry. Ce sont les autorités locales qui sont sur place. C'est eux qui autorisent l'installation des barrages. Donc je pense qu'on ne doit même pas s'en prendre à ces gendarmes-là. Il faut demander au gouverneur, il faut demander au préfet, le maire, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation-là? Parce que dans une situation comme ça de restriction, dans une situation d'exception, c'est là où ils profitent pour faire du trafic et pour s'en mettre plein les poches. Je pense que là, ça devient compliqué. Et ils font ça. Et les plus grands perdants, c'est ceux qui viennent de la Haute-Guinée. Les gens de Sigiri, là, qui exploitent depuis des années dans les mines là-bas, eux, ils n'ont pas besoin de machines pour savoir s'il y a de l'or quelque part. Rien que par la senteur du sol. Non, Moussa. Rien que. Non, mais quand même, quoi. Mais non, mais attendez. Ils sont rien qu'à regarder. Comme il dit Sani. Non, Moussa. Est-ce que vous les avez vus? C'est les idées reçues. Je les ai vus, évidemment. Ce ne sont pas des je travaille avec un Sigrika ici, quand même. Moi, nous, on a été dans les mines. J'ai été aussi, Moussa. J'ai été dans les mines aussi. C'est pas une raison, quand même. Tu sais de quoi je parle. Ils n'ont pas besoin de machines. Il va pas t'aider sur ce coup-là. Rien que par la senteur du sol. Ils peuvent savoir s'il y a de l'or. Je vous dis, et le président, je sais que le gouvernement le sait, ils sont venus, ils se sont installés là-bas. Ils ne quitteront pas. Ils ne quitteront pas. Ils ne quitteront pas. Parce que je sais qu'ils ont pu sentir toute la richesse qu'il y a dans cette localité. Il faut réglementer. Tu t'entends? Il faut réglementer. Oui, je m'entends. C'est pourquoi je dis, ils ne quitteront pas. Il faut réglementer. Il faut vite réglementer et faire de telle sorte qu'on puisse permettre que ça profite aux Guinéens, que ça profite aux Guinéens, pas aux grands chefs là qui ont déjà commencé à acheter leurs machines, qui ont déjà mis des cousins en contribution pour créer de petites sociétés, qui vont penser peut-être à leur donner quelques permis. Non, ceux qui sont venus là-bas et qui
qui ont pour activité principale cela. Il ne faut pas aller avec des idées reçues, Moussa. Je suis désolé. Bah oui, ce ne sont pas des idées reçues. Mais si tu es des Guinéens, les Sigirincas, c'est des Guinéens quand même, oui, Moussa. mais je dis bien qu'ils doivent en profiter. Ils doivent en profiter. C'est eux qui doivent en profiter. Je ne veux pas que Lamine Guirassy, puisqu'il est du côté du ministère des Mines, achète 2 ou 3 machines et après il passe par ses connaissances, donne des permis à ses cousins, ils vont là-bas au détriment de d'autres Guinéens, ils vont exploiter et pour le compte de Lamine Guirassy. C'est ce que je ne veux pas. Il ne faut pas qu'autour de cela, un business puisse s'installer au profit de nos cadres véreux. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Si c'est pas tard, allez-y, Daouda Mohamed. Ce garçon, il est terrible. Non, ce qui est déjà clair, on a lu chez certains confrères, le maire, il assume, le maire de Gawal, il assume qu'il n'y a rien de mal à demander de l'argent aux orpailleurs qui viennent. Donc il assume que c'est eux effectivement qui le font, c'est pas clandestinement fait, et c'est officiel désormais, c'est eux. Mais là où il a dit que c'est le ministère qui c'est effectivement à ce niveau que moi je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait derrière une interdiction officielle et que de l'autre côté la mairie assume que oui, c'est normal de prendre l'argent avec les orpailleurs. La mairie ou la préfecture? La mairie. Le maire, on a lu chez certains confrères où le maire assume que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et il reste bien à savoir maintenant, est-ce que l'interdiction qui a été faite par le gouverneur, est-ce que c'est suivi sur le terrain ou c'est une autre voie de trafic qu'on est en train d'ouvrir, et combien de temps tout cela va durer déjà, au-delà des conséquences que ça peut avoir notamment sur l'environnement et autres. Il y a des cas de viol aujourd'hui qui sont signalés de ce côté. Oui, c'est vrai. Il y a des cas de viol et quand j'ai lu certains témoignages, on accuse les étrangers. Oui, c'est ça. On dit les étrangers qui sont venus. J'ai vu ça sur Guinée News. Ils viennent au marigot et ils agressent les filles, ils violent. Et puis voilà, on dit c'est des étrangers qui sont venus. Est-ce que tout cela, si on n'y prend pas garde, est-ce que tout cela ne nous amènera pas à d'autres conflits incontrôlables qui puissent éclater dans la zone de Gawal aujourd'hui? Parce que il ne suffit pas d'interdire. Interdire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour que chacun retourne chez lui et que la zone soit sécurisée? Bien. Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, ma grande Mafoudia. Alors, quand tu parlais, par exemple, tout à l'heure de certains problèmes d'ordre social, Tamba semblait dire que c'est pas trop tôt. Mais ça, c'est méconnaître quand il y a de telles exploitations. Aujourd'hui, par exemple, à Séguiri, vous avez un grand nombre d'élèves qui... On parle de Gawal. Non, je prends un exemple sur Séguiri qui va se répéter du côté de Gawal. Je ne sais pas, Mafoudia, comment il peut te contaminer. Allez-y. Non. Vas-y, Ce que je veux dire, par exemple, dans ces zones aurifères, il y a un bon nombre d'élèves, par exemple, qui ne vont plus à l'école. Les parents préfèrent avoir les enfants avec eux pour avoir plus de mains pour creuser et avoir plus d'argent que de scolariser les enfants. Ce sont des problèmes d'ordre social qu'on va vivre du côté de Gawal. Et il ne faut même pas avoir l'espoir que officiellement ou officieusement fermé, que l'exploitation va s'arrêter. C'est fini, c'est parti comme ça. On sait qu'il y a de l'or. Le pays est assez pauvre pour que les gens ne trouvent pas des solutions, quelles que soient ces solutions, pour aller vers l'exploitation. Quant à l'attitude de ces agents, c'était prévisible. C'est bien dommage qu'il y ait des cas de mort aujourd'hui. C'est regrettable. Peut-être c'est sur ça il va falloir travailler pour qu'il y ait moins de dégâts. Mais moi, je ne veux pas avoir aujourd'hui un beau discours et dire que peut-être que si on réglemente... Non. Dans un pays comme la Guinée où tous les secteurs, où il y a des problèmes dans tous les secteurs, on ne peut pas s'attendre à ce que du côté de Gawal aujourd'hui, on ait une meilleure exploitation, on ait un certain encadrement et tout. Ce n'est pas gagné. Je souhaite seulement que de commun accord avec tous ceux qui sont là-bas, parce que j'écoutais un citoyen de Gawal qui disait la fois passée qu'ils ont des difficultés, ceux qui cultivaient maintenant aujourd'hui, ils ont des problèmes avec ceux qui viennent d'arriver. Peut-être organiser tout ceci pour minimiser, les conséquences, mais ce sera difficile de finir avec, parce que, encore une fois, les zones minières, c'est des zones généralement où il y a beaucoup d'anarchie, parce que chacun veut gagner quelque chose, et on est quand même dans un pays comme la Guinée où les gens beaucoup sont pauvres. Donc on cherche à trouver des solutions pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Merci beaucoup, Mafoudia. Allez, Antoine, pour clore. Oui, pour clore, moi je vais m'attarder sur le rôle des agents des forces de sécurité qui ont été déployés de ce côté. La fois dernière, je l'ai tantôt dit, j'ai alerté l'opinion nationale et voire internationale sur le fait qu'on envoie
Oui, le fait qu'on envoie des... Souffrez de l'entendre, allez-y. Des chiens affamés, ou des lions affamés, surveiller de la viande. Il peut parler de l'opinion nationale quand même. Oui, mais bon, international, parce qu'on a suivi à l'étranger. Ce que je veux dire, c'est qu'on a envoyé des agents qui, pour moi, jusque-là, parce que moi j'explique le comportement de nos agents par leurs conditions de travail. Les agents des forces de sécurité en Guinée sont misérables. Il faut le dire clairement. Oui, ils sont misérables parce que très souvent... Mais attendez. Non, mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, ça c'est toi qui le dis. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Force de l'ordre misérable en Guinée. Non, ils ne sont pas misérables. Bien. Ils sont... Allez, s'il te plaît, allez-y. Ils vivent dans des conditions assez misérables. Ouais. Je le dis pourquoi? Parce qu'on sait tous que la plupart des hauts gradés ont des salaires qui ne dépassent pas 5 millions dans ce pays. Pensez un peu aux sous-officiers qui sont parfois déployés sur le terrain. La plupart d'entre eux, on m'apprend qu'un général de l'armée est payé à moins de 3 millions de francs guinéens. Comment voulez-vous que ces agents-là qui assurent notre sécurité au niveau local et à nos frontières, comment voulez-vous que ceux-ci prennent en charge leur famille? Comment voulez-vous que ceux-ci assurent une bonne vie si leurs conditions ne sont pas requises? Je me dis, je ne suis pas... Non, écoutez, non, c'est un pan de mon raisonnement. Je ne suis pas en train de justifier ce qui se passe. Je dis que très souvent, leur comportement peut se comprendre. Parce que... Non, attendez. Ça peut se comprendre parce que ils sont dans... Ça peut s'expliquer. Merci, vas-y. J'enlève comprendre. Tu dois rendre l'antenne, malheureusement. Ça peut s'expliquer parce que souvent, leurs conditions de vie sont misérables. Tu les as renforcés du coup. Ce qui s'est passé à Gawal pour qu'il y ait un cas de mort, je me dis qu'il faut qu'il y ait lumière. Il faut que lumière soit faite. Je suis d'accord. Il serait important que le ministère de la Sécurité fasse un communiqué pour nous dire, ou encore le gouverneur de Bokeh ou de l'Abbé, puisque c'est Madifi qui s'est engagé pour les envoyer là. On sait désormais qui les a envoyés là. Qui nous disent clairement qu'est-ce qu'ils comptent faire pour faire lumière sur ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des cas de mort. Il faut qu'on sache comment ce jeune est mort et qu'est-ce qu'il a tué. Les agents qui ont été déployés là, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'on sanctionne ceux-là qui ont été là-bas. C'est pour ça que fait rire. Bien. C'est pas Merci normal. Il faut qu'on sache qui a tué. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, à Cabinet Condé, Mafata Sano. Merci à Lamine Sidibé, à notre ami Nalaï Sidibé, évidemment, à notre ami Lamine Sidibé. Voilà, c'est bien, ça va. Il y a tout le Sidibé là-bas de ce côté. Lamine Sidibé, j'ai bien dit. Et Alassane Diallo, l'homme de nuit, pas pour tout. Merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez pour Zik, l'Espace et la matinée, et sur Espace TV. Les infos, 20h avec la Miss Eben, Aïssa Toussané, évidemment qui va vous présenter le 20h. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.